Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut à tous, on est ensemble en direct sur notre chaîne Twitch pour évoquer un joueur qui a marqué l'histoire de l'AS Monaco. Il était italien, argentin également, né en Italie, né à Rome, mais son cœur était aussi à Monaco. On va parler bien sûr ce soir de Delio Onis, et pour en parler, il y aura Boris et Rome. Bonsoir messieurs. Bonsoir Damien, bonsoir Boris. Et bonsoir donc à tous ceux qui sont présents sur notre chaîne pour vivre cette émission en direct. Premier vrai direct, donc vous l'avez compris, c'était pas toujours en vrai la dernière fois. Mais là cette fois c'est pour de vrai. On va parler donc du coup messieurs de Delio Onis qui est Boris le meilleur buteur de l'histoire du club, de l'histoire de la première division, enfin du championnat de France. Voilà, un sacré pédigré pour l'Italo-Argentin. Ouais, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui collectionne les records et les places d'honneur. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire des clubs. C'est un très très grand nom. On alterne un petit peu des noms un peu plus, on va dire, je dirais pas polémiques, mais en tout cas qui font question pour le mur des légendes, voilà, tangent. Certains qui restent à la porte. Là, on est clairement sur du très très lourd, du gros dossier, mais on verra qu'il y a des petites nuances à apporter au parcours aussi, et ça sera intéressant de remettre en contexte toutes ces années de Delio Onis à l'AS Monaco. Et du coup, évidemment, pour parler de Delio Onis, on a mis ce soir ce fameux maillot RMC. Enfin, moi en tout cas, enfin Rome aussi, mais Rome, tu l'as tout le temps, c'est pas pareil. Et oui. Mais Rome, il le porte depuis 1982. Donc, voilà, il a fait son entraînement avec tout à l'heure. Non, ça par contre, non. C'est le maillot en tout cas emblématique, évidemment. Les photos de Delio Onis que vous voyez sont beaucoup avec ce maillot-là. Maillot donc évidemment emblématique et qui se justifie donc totalement ce soir. Messieurs, Delio Onis, du coup, on va parler un petit peu du joueur. C'est un joueur qui arrive en provenance du Stade de Reims. Il avait, alors pour le resituer un petit peu, Rome, il est né en Italie, mais à 2 ans, il part en Argentine. Ensuite, il commence sa carrière en Argentine, où il marque quand même pas mal de buts, et puis c'est finalement à Reims qu'il est ramené en France. Oui, comme tu viens de le dire, tout à fait. Voilà, il est né en Italie, mais argentin réellement, en tout cas, c'est comme ça qu'il est considéré globalement. Et voilà, c'est à Reims qu'il va commencer sa carrière professionnelle en Europe et en France. De toute façon, il y aura qu'en France où il va jouer pour l'Europe. Et c'est vrai que ça va tout de suite être un redoutable buteur, pas forcément le plus beau joueur de foot, mais par contre très clairement des énormes qualités de buteur pur dans les derniers mètres. Et dès sa première saison avec Reims, il inscrit 22 buts. Et ça sera la première saison d'une très très longue série au-delà des 20 buts, tout simplement. Il va y en avoir, celle d'après va être très légèrement en dessous, mais ensuite pendant quasiment 10 ans, il va être à plus de 20 buts chaque saison, et que ça soit avec Monaco ou même avec Tours par la suite. Et Monaco qu'il va découvrir en 1972, lorsque Reims se déplace en principauté. Boris, il disait, premier jour à Monaco, il découvre la ville, il en tombe amoureux, il achète une carte postale et il envoie à ses parents en disant si un jour l'ASM me demande, j'y vais à pied s'il le faut. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ASM n'a pas traîné avant de le demander. Ouais, en plus, c'est sûr que quand tu habites à Reims, tu viens à Monaco, t'as pas forcément envie de Alors, après Rouen, voilà. Maintenant Reims, voilà.
on claque un peu toutes les villes ancien régime, si je peux me permettre. Ouais, non, bah, il découvre Monaco. C'est vrai que Reims, c'est plus le grand Reims déjà. Monaco non plus, d'ailleurs, n'est plus le grand Monaco. C'est des clubs marquants des années fin des années 50, début des années 60, on va dire. Reims, un petit peu sur le déclin. Par contre, Monaco qui va tout de suite taper dans l'œil de Nice, c'est ce qu'il raconte en tout cas des années après. Est-ce que lui, il enjolive pas un peu l'histoire? Après, c'est sûr que Monaco a toujours été une ville, un endroit assez attractif pour beaucoup de joueurs, et c'est vrai que lui, c'est quelque chose qui va se retrouver. Et, c'est une ville d'ailleurs où il va rester pas mal après sa carrière. Il est vraiment tombé amoureux du coin aussi, ce qui a aidé à le garder pendant de nombreuses saisons. Oui, et puis cette ville, ce pays, c'est aussi ce que se rappelait Jean-Luc Ettori. Quand on joue pour Monaco, on ne représente pas seulement un club, mais on représente un pays. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre et intégrer. Et ce pays, finalement, c'est... À défaut d'avoir Rome, toi qui attaches beaucoup d'importance aussi à la sélection, on en parlera un petit peu plus tard, mais à défaut d'avoir été choisi par l'Italie ou par l'Argentine, c'est Monaco finalement qui l'adopte. Oui, on peut voir ça comme ça, mais comme tu l'as bien dit, on va y revenir sur sa non-sélection, enfin ses non-sélections, on peut même considérer ses non-sélections vu qu'il pouvait accéder potentiellement aux deux nations, et ça sera peut-être sujet à questionnement, parce que surprenant quand même qu'il ait jamais eu sa chance avec l'équipe d'Argentine, tant ses prestations en Europe et en France étaient quand même au-dessus des autres. Ouais, effectivement. Alors, c'était un joueur incroyable, effectivement. Alors, il arrive donc à Monaco en 73. Et il va les quitter le Rocher 7 ans plus tard, en 1980, après un deuxième et dernier trophée, une Coupe de France qu'il contribue d'ailleurs à faire gagner au club. Et puis donc, comme tu l'as dit, il va signer à Tours, où il marquera encore beaucoup de buts, et ensuite à Toulon pour une dernière pige où il rejoindra ses copains monégasques Roland Courbis et Christian d'Alger. Si vous voulez un mur des légendes Christian d'Alger, n'hésitez pas à le demander, ça fera plaisir à Boris. Quel forceur. Mur des légendes de Toulon. Voilà, arrête. Boris, on le fera. non. Allons. On le fera, mais en tout cas, voilà, il plantera encore énormément de buts à Toulon jusqu'à la fin. Et ça, c'est aussi une particularité, Boris, de ce joueur, ce profil. Comme il disait, j'avais du flair. Le flair, ça s'achète pas à Carrefour. On l'a ou on l'a pas, et lui, il l'avait. Et il disait surtout, j'étais froid dans les endroits chauds. Ouais, c'est vraiment, Rome le disait, c'est un joueur qui a navigué au-dessus des 20 buts, entre 20 et 30 buts quasiment toute sa carrière, ce qui est une marque d'un très grand joueur, peu importe les clubs, le pays, la division. C'était un joueur qui était né pour le but, avec des saisons pleines à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de trou dans sa carrière, en tout cas à partir du moment où il débarque en France. C'était un joueur Rome l'a dit, qui était ni élégant, ni particulièrement des qualités physiques impressionnantes, contrairement à d'autres attaquants qu'on a pu avoir à l'AS Monaco, ni même des qualités techniques particulières. Par contre, c'est un joueur, c'était vraiment, c'est des neufs qu'on a pas mal perdu aujourd'hui. On en a connu encore un petit peu au début des années 2000. On pourrait penser à Inzaghi. Lui était beaucoup comparé à l'époque à Gerd Müller, qui était plus contemporain, même si c'était sûrement un petit peu plus vieux. Mais voilà, des joueurs de surface qui ressemblaient à rien, qui ressemblaient pas à des joueurs de foot, qui auraient sûrement eu du mal à jouer à d'autres positions, mais qui par contre, dans la surface, il fallait pas 4 occasions pour mettre un but, qui était capable de marquer de n'importe quelle partie du corps, et un truc que j'ai lu aussi sur Ronny, c'est qu'il doutait peu, même quand il ratait une occasion, quand il ratait un match, qu'il marquait pas, le doute s'installait pas. C'est Jean Petit notamment qui racontait ça. C'est un joueur qui tout de suite avait confiance dans le fait qu'il allait marquer l'occasion d'après, le match d'après. Donc un gros mental aussi qui lui a permis de mettre palanquée de buts, notamment en première division. Alors, parlons du profil du joueur justement. Effectivement, alors on parlait d'un joueur peu technique, pas forcément un grand athlète, encore que on disait voilà,
il travaillait beaucoup ses abdos, il faisait énormément d'abdos parce qu'il disait toujours, moi j'ai besoin d'être rapide en début de course et bon de la tête, d'avoir une bonne détente. Et c'est vrai que finalement, c'est ce qui ressort, à savoir que ceux qui l'ont côtoyé, donc tu as parlé de Jean Petit, mais il y a notamment aussi Roland Courbis, hein, forcément. Il disait, voilà, il avait cette capacité à démarrer très très fort, justement, à semer rapidement son défenseur sur les premiers mètres pour faire justement la différence. Et c'est en ça qu'il était aussi très bon. Il y a aussi, j'ai lu un passage de Guy Lacombe qu'il a côtoyé à Tours. Guy Lacombe, ils ont été coéquipiers. Et il disait, c'est très intéressant, à l'entraînement, il étudiait ses partenaires, la façon de faire les passes, de centrer. Il emmagasinait tout ça. Et après, en match, il se positionnait en fonction des spécificités de chacun. Donc c'était pas. Il y avait ce talent, effectivement, comme dit Courbis, il y avait cette ruse déjà, mais il y avait aussi cette intelligence, mine de rien, pour aussi être le plus efficace possible. En fin de compte, c'était pas uniquement en se reposant sur ce flair, mais il y avait une intelligence à bien travailler aussi sur ses points forts. Voilà. Après, effectivement, il y a Courbis qui parle d'un mec qui a une allure assez bizarre, qui a les pieds en canard, mais bon, tellement efficace. Mais en tout cas, voilà, c'était cet attaquant Rome. On a plutôt, nous, en tendance à le rapprocher de quelqu'un qui viendra plus tard à sa suite à Monaco, c'est David Trezeguet, par contre. Oui, bah, c'est ce que disait Boris sur les profils d'attaquants purs, neufs, attaquants de surface. Évidemment, on pense à Inzaghi, mais quand on est français, on peut penser à Trezeguet, même si Trezeguet était peut-être un poil plus complet, encore que je suis pas si sûr que ça. Mais c'est vrai qu'Inzaghi, c'était vraiment le renard plus par excellence. d'avantages physiques, au moins sur Oui. la taille, le jeu de tête, et peut-être un peu plus d'élégance. Ouais, voilà, qu'un Ça reste à Inzaghi qui est vraiment catalogué renard, vrai renard de surface. Maintenant, comme tu l'as bien dit, tu marques pas plus de 450 buts et quasiment 300 buts en première division avec quand même la qualité physique du pêcheur du coin, quoi. Au bout d'un moment, c'est que quand même, tu as un minimum de qualité également de ce côté-là. Tu fais pas non plus une carrière de plus de 15 ans sans qualité physique aussi. C'était pas son point fort. Il avait quand même de bonnes facultés à différents niveaux, comme la détente, comme tu l'as dit, et ça fait partie quand même des attributs physiques très importants chez un footballeur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces saisons, en tout cas à l'AS Monaco, sont au-dessus des 20 buts, elles sont même pour la plupart au-dessus des 25 buts. Il y a une saison en Ligue 2 et on va y revenir, mais on aimerait et on rêverait de retrouver un tel buteur chez nous. Le dernier buteur qui s'y approchait, c'était Nonda, et ça commence un petit peu à dater maintenant, parce que c'était en 2003, c'est 26 buts. Ouais, et pourtant, il va être assez peu finalement meilleur buteur à l'AS Monaco, parce que Boris, il y a une concurrence assez forte. Qui va aussi être un de ses concurrents justement en sélection argentine, c'est celle de Carlos Bianchi qui débarque à Reims lui aussi pour quelques temps, puis ensuite au PSG si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bah c'est pour la petite histoire, c'est Bianchi qui le remplace à Reims en plus, et c'est presque lui qui est à la cause de son départ, parce qu'il y a un nombre maximal d'étrangers que tu peux avoir à l'époque. Alors au-delà de la probable manque de complémentarité qu'il y aurait eu entre les deux joueurs, qui étaient sûrement des profils un peu similaires, mais ça va être un des vrais duels finalement de ces années, on va dire 75 à 80, avant que Bianchi décline aussi un petit peu. Ça va être quasiment tous les ans. Alors, duel, oui et non, parce que Bianchi va finalement assez souvent finir assez facilement devant quand on regarde les classements des buteurs. Mais De Leonis, il va quand même en enlever 2. Alors, je crois que c'était, je les avais notés et je les ai déjà perdus. Il y a 80, je crois, où il est meilleur buteur, et il doit y avoir 75. Donc il en gratte quand même 2 au passage. Bianchi en a d'autres. C'était Skoblar qui les avait eu juste avant, à l'époque où Onis était à Reims. Donc voilà, c'est vrai que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1, mais il a assez peu eu le titre. Il l'a aussi en Ligue 2, de sa saison en Ligue 2. Mais c'est aussi cette régularité dont parle Rome, c'est qu'il n'y a pas, c'est que c'est des saisons hyper complètes. Et ça aussi, c'est assez beau à observer. À Monaco, voilà, il y a toujours entre 30 et 35-38 matchs, et c'est ça qui lui permet de faire des saisons pleines au niveau des compteurs.
Et en tout cas, ce qu'on peut ajouter juste rapidement sur le fait qu'il ait rarement été meilleur buteur, comme tu viens de le dire. Alors en 75, il l'est avec 30 buts. Par contre, quand il l'est en 80, c'est, alors entre guillemets, seulement avec 21 buts. Donc il y a plein de saisons avant où il est à 29, 30, 26, où il ne l'est pas, alors que les saisons sont, en tout cas d'un point de vue chiffre pur, sont de meilleure qualité. Donc le titre de meilleur buteur. Monte jusqu'à 37 un jour, sur une saison, il monte jusqu'à 37. C'est ça. Bah, il avait le record pendant longtemps, hein, avant qu'il soit battu par Cavani, je crois. C'est Skoblar qui a 44, non? Ah, peut-être alors encore plus vieux. Il me semble, une saison. Ibrahimovic est 38, je crois, il finit une saison. Ouais, j'avoue, là, je n'ai pas la précision. Mais en tout cas, ce duel avec Bianchi qui atteint peut-être son apogée en mai 74, puisque c'est un Reims-Monaco qui se termine à 8-4. Qui fera un petit peu parler, d'ailleurs un peu jaser, parce que polémique sur le bonus offensif en fait à l'époque. Si on marquait plus de 3 buts, on avait un point. Reims avait à l'heure de jeu mené 5-1 et du coup Monaco n'avait plus d'autre choix que de marquer 2 buts supplémentaires pour essayer d'attraper ce point du bonus et essayer d'éviter la relégation. Ce jour-là, c'est un duel Bianchi-Onis que se livrent les deux Argentins, avec 5 buts pour Bianchi et seulement, entre guillemets, 4 pour Delio Onis. Enfin voilà, c'était un des grands moments aussi. Il y a Courbis qui dit, pour terminer sur cette rivalité, mais alors peut-être est-il moins objectif aussi, mais voilà, pour lui, Onis était meilleur que Bianchi. Au niveau du flair, c'était égalité. Mais au niveau des déplacements, des fausses pistes, ce que faisait énormément Delio Onis, et des remises à une touche, il trouvait Onis supérieur à Bianchi. Bon, pour nous, ce sera peut-être un peu plus difficile d'en juger. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même un sacré joueur, Rome. Mais effectivement, il lui manque cette sélection, finalement, de manière presque incompréhensible, quoi. Ouais, bah juste pareil, encore une fois, pour compléter, justement, donc le record, c'est bien Skoblar, 44 en 71, et Bianchi a été 5 fois meilleur buteur de Ligue 1, dont 4 entre les deux titres de Delio Onis. Et il me semble que Onis l'a été 3 fois aussi, 5 fois aussi, mais 2 seulement à Monaco, c'est ça. Oui, parce qu'il l'est également 2 fois avec Tours, donc ça lui fait 4, du coup. 4, je pensais 5, d'accord. Ah non, 5 fois à 84, avec Toulon aussi. Ouais, avec Toulon, mais parce qu'il est à égalité avec Patrice Garande, qui avant d'être un entraîneur était donc un attaquant. Okay, bonjour à Jérôme. Ouais, et à Xavier Gravelaine. Mais sinon, pour revenir à l'équipe nationale, il sera jamais appelé avec l'équipe d'Argentine. En plus, c'est forcément dommage pour lui quand on sait tout simplement que l'Argentine est championne du monde en 78 et que c'est certainement en plein dans son prime, dans sa meilleure période. C'est certainement un regret éternel pour lui. Après, ça lui coûtera peut-être pour l'ensemble de sa carrière, mais pour le coup, ses stats sont tellement folles avec nous. En tout cas, moi, ça l'a pas impacté négativement sur le résumé et qu'on verra à la prochaine étape sur son résumé à Monaco, quoi. Et 7 ans à Monaco, 2 titres seulement, entre guillemets. Il y a aussi une relégation, mais une remontée tout aussi rapide, avec donc ce titre de meilleur buteur. Il met quand même 30 buts en 31 matchs seulement. C'est quand même quasiment un but par match. Et du coup, seulement 2 titres. Le premier, Boris, qui arrive en 78 avec la reprise en main du club par Campora, qui rappelle Lucien Leduc. Et cette anecdote, je ne sais pas si tu l'as en tête, de la prophétie un petit peu de Delio Onis. Ouais, c'est Delio Onis qui un jour, je crois, arrive à l'entraînement et qui raconte à ses coéquipiers qu'il arrivait que Monaco gagnait les 5 premières journées du championnat. Alors qu'ils étaient promus. Ouais, Monaco est promu. Monaco est promu. En plus, Monaco est une mauvaise équipe des années 70. Objectivement, autant Monaco a eu pas mal de titres dans les années 60, mais Monaco galère pas mal sur les années 70. Fait l'ascenseur. Quand ils descendent pas, ils sont 10e, 16e. Et là, Monaco est promu. Il n'y a pas forcément des renforts non plus exceptionnel dans cette équipe-là, mais voilà, Onis, il a cette prémonition et il raconte ça à ses coéquipiers. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Monaco va gagner les 5 premières journées. Je crois qu'ils perdent à la 6e. Ouais, contre Marseille. Oui. Ouais.
Et alors qu'ils avaient quand même Bastia, Bordeaux, Reims, Strasbourg qui finit 3e cette saison-là et qui sera champion l'année d'après. Donc il y a quand même de fortes oppositions et pour un promu, voilà, c'est vrai que Bastia qui fera finale européenne. effectivement, tout à fait en Coupe UEFA. Donc c'est vrai que mine de rien, il y avait sur ces 5 premières journées, il y avait de très très solides adversaires et cette prémonition, enfin ce rêve en tout cas, pouvait étonner à plus d'un titre. Pourtant, c'est bien ce qui va se passer et peut-être que aussi ça a un petit peu joué, influé dans les têtes. En tout cas, c'est quelque chose qui, tu parlais un petit peu de ce roman un petit peu des souvenirs des Léonis, parfois peut-être qui pouvait sembler un peu exagéré. Pour le coup, celui-ci, il est vraiment validé un petit peu par tout le monde en plus. Voilà. Le deuxième titre, Rome, c'est cette finale de 1980. C'est dommage, vous avez raté un magnéto sur ce Monaco-Orléans, finale de Coupe de France. Malheureusement, problème technique, voilà. Mais on avait vu ce match du coup pour préparer cette émission. Un match pas franchement folichon d'ailleurs, mais quand même Onis marque et fait polémique aussi. Oui, il marque le but du 3-1 pour rappeler. C'est Aymon qui avait marqué le but du 2-1 et l'ouverture du score était de... J'ai un doute. C'est pas d'Alger? Je crois pas. Enfin si, c'est une frappe de d'Alger mais qui est Je sais détournée. pas s'il y a c'est pas ça. un contre son camp, ouais. Ouais, c'est quasiment... Ah oui. La frappe était certainement cadrée, mais de toute façon, elle est très clairement détournée. Ça ressemble un peu au but que nous marque l'Argentine, par exemple, à la dernière Coupe du Monde. Ça, c'est un petit peu le même genre de but. De toute façon, tu sais très bien, Damien d'Alger, il marquait surtout en Ligue 2, hein, il faut pas l'oublier. Ça, c'était le petit cadeau En même pour temps, Damien. c'était Ligue 2, donc. Bah oui, du coup, c'était à son niveau. Avançons. Allez. C'était à son niveau. Bref, donc oui, non, il marque le but du 3-1, un coup franc vraiment très très proche de la surface de réparation. Peut-être qu'actuellement, avec la VAR, il y aurait eu penalty d'ailleurs, parce que c'est vraiment extrêmement limite. Par contre, il y a polémique parce qu'il tire alors qu'on comprend pas bien si l'arbitre a sifflé. L'arbitre demande au même moment, plus ou moins, au mur adverse de reculer. En tout cas, les Orléanais ne s'attendent pas à que le coup franc soit tiré. Onis demande à l'arbitre s'il peut tirer, l'arbitre le laisse tirer et il marque. Et il surprend le gardien parce qu'en plus le coup franc est pas extraordinairement bien tiré, c'est pas une Juninho, hein, donc Il surprend mais ça suffit. le réalisateur Le aussi. réalisateur aussi. Voilà, c'est ça. Oui, Ouais. et Ouais, effectivement, ça surprend un peu tout le monde et ça Ouais, fait c'est ça. 3-1 Voilà, j'ai vu et ce ça nous but. et ça nous fait une belle Coupe de France et surtout la première depuis du coup 1965. C'était ça la dernière Coupe de France. 3. 3, pardon. 63, ouais. Après, Oui, c'est j'avais un doute. 80, 85 Ouais, et 3. 91. Mais oui, effectivement, voilà. Donc, c'est petit imbroglio. C'est vrai que d'ailleurs, Monaco sera pas mal critiqué aussi un peu sur cette action, parce que, voilà, en plus, face à Orléans, qui n'était pas non plus un cador, qui évoluait pas dans l'élite à l'époque, ça faisait un petit peu mauvais genre. Donc, c'est vrai que c'est un peu terni, on va dire, l'image ou le prestige à ce moment-là du club. Mais bon, tout ça est un petit peu anecdotique aujourd'hui, bien sûr. C'était le dernier match de Onis à Monaco, d'ailleurs. Et effectivement, Boris, tu me devances, c'est là où je voulais en venir. C'est ce dernier match de Onis, donc, qui ne s'attendait pas finalement à partir, mais c'est Campora qui de temps en temps aura peut-être un peu manqué de flair, parce que pour le coup, Nice va continuer de planter bien longtemps après, et Monaco aura bien du mal à le remplacer. Ouais, ça va être un peu le paradoxe des années 80. Monaco va être une équipe beaucoup plus solide que ce qu'elle a été dans les années 70, va gagner 2 titres de champion de France, va gagner une autre Coupe de France, va jouer une autre finale de Coupe de France, même 2. Mais par contre, Monaco, sur ce poste précis, va être un petit peu en galère, va changer quasiment tous les ans, avec quelques bonnes apparitions comme le Suédois Edström ou l'Anglais Atley, mais il faut quasiment attendre l'arrivée de Georges Weah pour avoir un remplaçant pérenne sur le rôle. Il faut quasiment attendre 10 ans en fait, pour retrouver un neuf qui s'installe à la pointe de l'attaque. Et voilà, et donc du coup, malheureusement, toutes les tentatives ont été faites, même malgré ses coéquipiers. Il disait, mais si tu marques 20 buts, tu mets une option pour valider une deuxième année de contrat, et Campora lui aurait répondu non, mais je te connais, je connais tes copains, ils vont tout faire pour que tu marques, allez, ça dégage. C'est pas anodin d'ailleurs, je trouve, pour rebondir là-dessus, c'est que c'est quelqu'un qui avait l'air d'être très très aimé, très apprécié de
de ses coéquipiers. Le 9 a parfois l'image du joueur un petit peu isolé, un petit peu qui joue que pour lui-même, qui pense pas forcément aux autres. Et lui, il avait vraiment une super relation avec Courbis, avec Dalger, avec Jean Petit. Quand ils en parlent, tu as l'impression qu'ils ont des étoiles dans les yeux. C'est des gens qui se fréquentent toujours aujourd'hui, qui ont toujours de bonnes relations aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui avait l'air d'être très aimé de ses coéquipiers. Et c'est sûrement aussi pour ça qu'il avait aussi une alchimie sur le terrain avec certains de ces joueurs-là, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, c'est beaucoup ce qui ressort de cette équipe de 78. C'était vraiment une ambiance très familiale, une vraie bande de copains où ça a beaucoup profité pendant une année et ça s'est très bien fini. Et c'est vrai que de ça, je pense que un petit peu peut-être comme 2017 ou peut-être 2004. Alors bon, 2004, il y en a certains qui s'envoient des scuds sur les réseaux sociaux ou sur certaines stations radio, c'est encore autre chose. Mais il y a, je pense, quelque chose qui est un lien qui paraît un petit peu peut-être indestructible dans ce genre de choses. Effectivement, mais tu parlais de d'Alger, il avait une alchimie vraiment naturelle. Ça a été le duo le plus prolifique de l'AS Monaco, de l'histoire. C'est un des beaux duos de l'histoire du club. Ouais. On en a déjà fait des contenus là-dessus. Mais... Il se comprenait bien, hein, il disait... c'est celui avec lequel il était plus complice. Il savait que, en fonction de son placement, s'il allait au second poteau ou s'il allait au premier poteau, enfin, ils se sentaient. Ils avaient cet instinct de savoir où mettre comme le Ben ballon. Yedder et Slimani. Ouais, exactement, la même. Voilà, c'est comme ça. Comme pour plus longtemps. Ouais. Un peu plus. Ouais. Plus que 3 mois. Un petit peu plus longtemps. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est c'est presque un trio qu'on pourrait faire avec Jean Petit. Ce trio, ils vont pendant les 7 saisons où Oni est là. Ces 3 joueurs-là qui sont au club et le nombre de matchs qu'ils ont en commun doit être assez élevé. J'ai pas forcément la stat, mais c'est aussi ça qui les rend un petit peu attachants et qui les place dans l'histoire du club. Mais en tout cas, pour terminer juste sur ce que tu disais, sur l'aspect un petit peu égoïste, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment, parce qu'en tout cas, ce que disait Jean Petit, c'est que lui, ce qu'il voulait, c'était marquer à chaque fois, mais il n'était pas non plus du genre à tenter, il disait, il parle pas, il cherchait pas les records, il tirait pas dans des angles impossibles pour marquer à tout prix, donc c'est vrai que finalement, c'était pas non plus quelqu'un qui allait, on va dire, sacrifier son... en tout cas qui allait essayer de faire trop et sacrifier peut-être un petit peu de l'esprit d'équipe ou du collectif pour sa simple gloire personnelle. Donc finalement peut-être aussi ça a joué dans cette relation qu'il a pu avoir aussi avec ses coéquipiers. Et d'ailleurs, voilà, c'était quelqu'un obsédé par le but. Et ce match dont on parlait contre Orléans, il le dit, on a gagné, ok, mais moi j'ai fait un très mauvais match et ça, je l'ai encore en mémoire, je dois en marquer 3 ou 4. Donc voilà, ça, il s'en rappelle. Quelques chiffres, les statistiques de Delio Onis, donc voilà, elles sont éloquentes, elles sont presque saisissantes, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un joueur qui a énormément marqué au propre comme au figuré. Donc il y a un nombre de matchs incroyable, Rome, et un nombre de buts tout aussi incroyable. Ouais, il est pas loin des 300 rencontres. Alors il y en a une grosse trentaine en Ligue 2. Là-dedans, on en a un petit peu parlé, et on y reviendra très certainement sur la dernière catégorie de l'émission. Mais voilà, 223 buts, 299 en tout dans l'élite. Sur les 157, il y en a 157 à Monaco sur les 299 en tout en Ligue 1. Il est toujours évidemment le meilleur buteur et il le restera très certainement ad vitam aeternam, j'ai presque envie de dire, parce que maintenant les grands joueurs ils partent. Cavani est quand même resté un petit peu longtemps, mais il en est quand même très très loin parce qu'il est même pas à la moitié. Ouais, il est même pas à la moitié. Mbappé va certainement partir relativement vite, donc il n'atteindra jamais ce score-là. C'est le seul qui aurait peut-être pu imaginer le challenger si Mbappé faisait une carrière complète en Ligue 1. Il est à peu près à 90 aujourd'hui. Il faudrait qu'il fasse encore 10 saisons à 20 buts par match, ce qu'il fera sûrement, mais peut-être pas en Ligue 1. C'est voilà, exactement ça. On peut rajouter quand même qu'il y a quand même 30 buts en coupe pour 39 rencontres, ce qui est quand même un ratio assez phénoménal. Et puis également l'Europe. Alors l'Europe, c'est pas extraordinaire évidemment, mais c'est quasiment les vrais débuts européens de Monaco, parce qu'il y avait eu forcément après les 2 titres des années 60 des premiers pas en Europe, mais c'était loin d'être des bons souvenirs.
les vrais moments où Monaco, on considère que c'est les débuts de l'Europe, c'est ça, c'est les années 70, ça va même être plutôt les années 80, mais en tout cas, il participe un petit peu à ça. Et encore une fois, il a toujours ce ratio de buts assez impressionnant. Donc avec 6 buts en 9 rencontres, une nouvelle fois, serial buteur, comme on a rarement vu, en tout cas comme nous, à Monaco, on n'a jamais vu. Et ce trophée des champions que vous voyez affiché, alors bon, c'est une petite coquille, on va dire. En fait, plus précisément, c'est une finale de Coupe de France, puisque à l'époque, au moment où Monaco est en une finale de Coupe de France de Ligue, enfin une finale de championnat de France, pardon, de Ligue 2. De Ligue 2. Voilà, excusez-moi. Voilà, exactement. À l'époque, en fait, où Monaco est descendu en Ligue 2 et remonte l'année suivante, il y a en fait une phase de barrage. La Ligue 2 est divisée en 2 poules de façon géographique. Et les chapeaux là. Tu vas y arriver. Ouais. Donc 2 poules géographiques en Ligue 2. Les premiers de chaque poule s'affrontent dans ce qui constitue donc cette finale que Monaco donc va jouer contre Strasbourg et en 2 matchs, manche aller-retour et s'incliner. Et un barrage pour les 2 seconds pour déterminer le 3e à monter dans l'élite. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas champion de France de Ligue 2 et qu'on l'a été seulement là, il n'y a pas longtemps, au début des années 2010. On avait remporté notre poule, mais en perdant la finale, on n'était pas champion de France de Ligue 2. Absolument, et donc... Un autre temps. Ouais, mais c'est plutôt sympa comme format. Donc finalement 2 trophées seulement, j'ai envie de dire, et malheureusement pour lui, il est peut-être tombé à la mauvaise période. Quel dommage finalement qu'il soit pas resté jusqu'en 82. Il avait certainement les cannes pour le faire, sans problème. Et pour avoir un titre supplémentaire. C'est comme ça, Jean-Louis Campora. Il y a une autre finale de Coupe de France aussi qu'on n'a pas mentionnée en 74, qui est perdue contre Saint-Etienne, où il marque d'ailleurs en finale. C'est peut-être sa meilleure campagne de Coupe de France. Il met 10 buts en 9 matchs. Il marque quasiment à tous les tours. Il marque en finale, mais voilà, Monaco, qui est une petite équipe de Ligue 1 à l'époque, qui perd contre le Saint-Etienne, qui fait un doublé Coupe Championnat cette année-là. Ouais. Tout à fait. Messieurs, donc on va avancer maintenant sur la dernière partie de cette émission, à savoir le vote si Delionis mérite de figurer sur le mur des légendes de l'AS Monaco. Suspense, attention, roulement de tambour. Voilà. C'est tombé. C'est tombé. Voilà, Delionis est donc sur le mur de l'AS Monaco. Bravo, on n'a rien pu faire. Donc plus sérieusement, 4 votes pour, évidemment. Bon, il n'y avait pas photo, c'est quand même le buteur emblématique de l'ASM, donc évidemment qu'on allait le mettre dessus. Au niveau des notes, on est assez haut, hein, bien sûr. Alors au niveau sur la question du niveau du joueur, Boris, tu as mis seulement 3 étoiles quand nous on en a mis 4. Pourquoi? Pour moi, pour aller au-dessus de 3 dans mon... Ouais, exactement. Pour aller au-dessus de 3 dans mon 3, en gros, c'est mon palier pour les joueurs qui sont dominants en Ligue 1, qui sont pas seulement bons, mais qui sont dominants en Ligue 1, qui font partie des références en Ligue 1. Et pour aller au-dessus, il faut être dominant, soit en équipe nationale, soit en Coupe d'Europe. Et lui, il lui en manque quand même un petit bout. Et il aura, ce qui est un peu au-delà même de l'équipe nationale d'Europe, c'est un peu triste, c'est presque qu'il aura été toute sa carrière dans des clubs un peu de second rang, en tout cas en Europe, à part 3 saisons à Monaco, les 3 dernières, on va dire. C'est quasiment une parenthèse. Il aura toujours mis beaucoup de buts, mais dans des petits clubs, donc j'ai pénalisé un tout petit peu ça par rapport à d'autres cas. Il a mis ses buts en Europe, mais c'était à chaque fois dans des Monaco qui passaient un tour maximum. Donc voilà, pour moi, c'est un peu à son détriment. J'aurais du mal à aller au-dessus pour cette typologie de joueurs-là. Ouais. Moi, j'ai mis 4 parce que voilà, il y a quelques matchs de Coupe d'Europe, pas beaucoup, c'est vrai, mais encore une fois, c'était pas non plus la bonne période au niveau de l'AS Monaco. Mais on voit sur 9 matchs, il y a quand même 6 buts, c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas trop exactement ce qui lui a manqué pour aller plus haut, en tout cas ce qui fait qu'il n'a pas été en mesure de trouver un autre club pouvant lui permettre d'aller un peu plus souvent titiller l'Europe. Mais sur 9 rencontres, il y a 6 buts, ce qui laisse présager que
il avait sans doute un plus haut niveau que ce que sa carrière démontre en fin de compte, en tout cas que son parcours national démontre sans le reste, sans la sélection et sans vraiment d'Europe. Donc voilà, j'ai un petit peu privilégié ça. Est-ce que Rome, tu as fait le raisonnement? Non, moi, mon raisonnement, je comprends Boris, hein, j'ai hésité avec 3, mais moi, mon raisonnement, il est simple, c'est le nombre de buts. Au bout d'un moment, c'est tellement dingue, c'est tellement fou, surréaliste que je suis obligé de monter à 4, même si je comprends. Hein. En plus, je suis le premier souvent à valoriser les équipes nationales. Mais là, c'est trop, quoi. 223 buts en 280 matchs, au bout d'un moment, tu peux pas être un peintre. Hein. Ouais, et puis c'est ce qui restera aussi de sélection, enfin en tout cas de sa non-sélection, c'est une incompréhension, même si on sait qu'à l'époque il y avait Ramon Diaz, il y avait Maradona, Ouais, il c'est y avait notre époque Riva, aussi. Bianchi, enfin il y avait énormément de monde. Bon, voilà, C'est une époque où en équipe d'Argentine, il n'y a pas énormément de joueurs qui jouent sur le continent européen. Tu regardes la Coupe du Monde 78, il n'y a que Kempes qui est la star de l'équipe, qui est le meilleur joueur quasiment du mondial, peut-être avec Passarella. Sinon, c'est que des joueurs qui jouent en Argentine. Bianchi, il a joué un petit peu en équipe d'Argentine, mais que quand il jouait dans le championnat. Une fois qu'il est venu en France, il n'a plus joué non plus. Donc, c'était une autre époque. On en a connu beaucoup, des Sud-Américains, des Brésiliens aussi, finalement, qui étaient des forts joueurs dans des grands clubs, mais qui, comme Sonny Anderson, par exemple, qui touchait très peu à l'équipe nationale. Donc, c'est pas non plus complètement incongru, quoi. Ouais. Et puis même l'Italie aussi avait du beau monde et voilà, les portes étaient un petit peu fermées. Il regardait probablement pas. Hein. Ouais, il était peut-être un peu entre deux feux, comme voilà. Bon, longévité, on a mis 4, hein, presque 300 matchs, donc voilà, c'est le tarif. Palmarès 3, bon, c'est vrai que là c'est un petit peu là où le bas blesse finalement, mais ça on l'a dit encore une fois, le contexte Monaco un peu en dessous dans cette décennie 70, avec aussi la relégation en Ligue 2, bon, tout ça est un petit peu pénalisant on va dire. Et puis la Legacy, bah là forcément 5 étoiles, bah parce que voilà, c'est le meilleur du club, le meilleur buteur du club et que ça le restera, je vais pas dire jusqu'à la fin des temps, mais il y a de bonnes chances. Ça va être compliqué, hein, vu la façon dont on fonctionne, la façon dont la Ligue 1 et le foot d'aujourd'hui fonctionnent, c'est quasiment impossible. C'est quand même très rigolo de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui, avec aussi le nombre de caps d'Ettori qui peuvent être, qui peuvent avoir une durée infinie finalement. Dans le football, c'est finalement quelque chose d'assez. Ettori a été battu pour le coup. En tout cas, oui, non, mais en tout cas dans le même club, c'est ça que je veux dire. Ah oui, pas chez nous. Voilà, parce que là, voilà. Mais sinon, évidemment, qu'il a été battu, je le sais. Hein. Mais voilà, donc pas grand-chose de plus à dire sur l'héritage d'Elionis. On pourrait rajouter une petite chose, c'est que, mine de rien, il a continué de vivre à Monaco, bien sûr, parce que oui, mais c'est une ville qu'il aime. Et puis il a continué aussi de bosser pour Monaco notamment en tant que recruteur, où il allait recruter les joueurs sud-américains, en tout cas superviser les joueurs sud-américains. Voilà, donc quelqu'un de profondément attaché à l'ASM et à la ville, ce qui forcément a contribué aussi à sa popularité vis-à-vis des supporters. Le coup d'œil évidemment sur ce mur des légendes, du coup, voilà le quatrième nom qui vient orner ce mur, celui d'Elionis, qui rejoint donc Jean-Luc Ettori, son compère David Trezeguet et Ludovic Giuli. Voilà, donc il y en aura d'autres, hein, bien sûr. Bien orthographié, Giuli. Hein? Non, je disais bien orthographié, Giuli. Par contre, je suis pas sûr qu'il mérite sa place. J'ai eu peur. Non, mais oui. Ouais. Mais tu l'as pas côtoyé au bar. Allez. Il commence à avoir de la gueule, hein, ce mur. Quoi. Ah, il en aura de toute façon à la fin aussi, mais c'est vrai qu'il commence à se remplir petit à petit. Peut-être se remplira-t-il la semaine prochaine, puisque le prochain rendez-vous, c'est Thierry Henry, Mystère et Boule de Gomme. Oula, elle date un peu cette expression. J'ai un scoop pour vous. C'est pas grave. Passe. Pour vous, mais je le garde pour moi. Donc voilà. D'Elionis sur le mur des légendes, évidemment, peut-être Thierry Henry pour le rejoindre la semaine prochaine, on en débattra. Donc d'ici là, on vous donne rendez-vous ce jeudi. Ce sera pour le Club Mounégou, bilan de demi-saison.
la petite matinale du vendredi matin. On va inaugurer ça tranquillement, dans la bonne humeur, une petite libre antenne, voilà, pour chiller un petit peu, comme dirait l'autre. Et dans le soir, le match, la rencontre face à Montpellier, donc pour la 20e journée de Ligue 1, en espérant bien sûr une jolie victoire. Voilà, c'était tout pour ce mur des légendes consacré à des Léonis. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao et Dage Monego. Et bisous.